Philosophie politique, section 3, les fondements de la liberté. Il existe une tension doctrinale entre le corps du roi et le corps collectif. Malgré l'idée que les juristes médiévaux affirment qu'il y a bien deux corps, cette tension réside dans la possibilité que ces deux corps soient incompatibles, voire autonomes. Dès que cette incompatibilité est constatée, on peut envisager de contester la monarchie. 1. Critique de la monarchie. Après le massacre de Saint-Barthélemy, un courant monarchomaque se forme, critique de la monarchie. Ce courant a des racines plus anciennes, notamment avec des penseurs comme de la Boétie. La Boétie, catholique, étudiant en droit à Orléans, devient magistrat et conseiller au Parlement de Bordeaux à 23 ans. C'est là qu'il rencontre Montaigne. Il rédige son discours de la servitude volontaire en 1548, à l'âge de 18 ans. À sa sortie, ce texte est peu connu, mais il sera réédité massivement en 1835, dans un contexte de monarchie de juillet. Il est souvent étudié aujourd'hui dans une perspective antitotalitariste. A. La Boétie et la servitude volontaire. Le texte de la Boétie est écrit dans un contexte de révolte paysanne en Guyenne en 1548 contre le prélèvement de la gabelle, un impôt sur le sel. Le sel circulait gratuitement, mais l'État central impose ce prélèvement. Les paysans se révoltent, tuent les collectionneurs d'impôts et envahissent Bordeaux. La municipalité appelle Henri II à la rescousse. Face à cette situation, il envoie 1000 hommes qui répriment violemment la révolte. L'État affirme son monopole sur la violence et la fiscalité. Cette situation est perçue comme un absolutisme. La Boétie s'interroge alors sur la légitimité du pouvoir royal. Il commence son livre par son étonnement face à la puissance d'un seul homme, le roi. Pour délégitimiter la royauté, il imagine un état de nature avant l'apparition de la monarchie, dans lequel les hommes vivraient dans une liberté égale, la nature, bien que créant des inégalités physiques, favorisant la fraternité. Dans cet état de nature, il n'y aurait ni tyran ni sujet, mais une égalité, et la Boétie parle de l'apparition d'une mauvaise rencontre entre individus violents et un peuple qui a créé une servitude, et il décrit cette servitude comme un poison qui, une fois ingéré, fait oublier la condition servie. Elle devient une norme, une évidence, comme le dit Claude Habib, le peuple s'y plie sans la voir, il en souffre sans la sentir. Il illustre cette idée avec l'exemple de ses anciennes croyances populaires, comme la légende de l'orteil de Pyrrhus, le roi d'Épire que le peuple croyait miraculeux. Pour la Boétie, ce phénomène est comparable à la servitude volontaire des peuples qui croient se soumettre à des mensonges, qui croient et se soumettent à des mensonges. La Boétie forge alors le terme de servitude volontaire, une expression paradoxale car la servitude est acceptée de manière active par les individus. Les hommes, en effet, acceptent volontairement la tyrannie. Cette servitude est donc un choix, un consentement collectif. Simone Weil, avec un W, 1909-1943, intervient pour poser la question de l'obéissance. Lorsque l'obéissance comporte au moins autant de risques que la réflexion, comment se maintient-elle? Le grand nombre empêche l'organisation, rendant le collectif plus facilement contrôlable. Le peuple, bien qu'étant nombreux, est soumis parce qu'il est le nombre. 1. Le sens de la servitude. La Boétie dépeint le roi comme un humain normal, sans qualité exceptionnelle. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps et rien de plus. Rien de plus et rien de plus qu'a le dernier habitant. Il n'est pas un guerrier, il est ordinaire. Mais la servitude implique un oubli de l'intérêt général, où le peuple devient esclave de la volonté du tyran. Ce qui est assez paradoxal. La Boétie dénonce le fait que les sujets doivent se plier à la volonté du souverain de manière excessive. Il faut qu'il soit continuellement attentif à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses moindres gestes. Cela montre la dimension volontaire de la servitude, où les individus agissent proactivement pour servir le tyran. Le tyran ne tient que son pouvoir que grâce à l'action collective. 2. Mise en perspective de l'œuvre de la Boétie. La mémoire sur l'édit de janvier 1562 évoque la tolérance entre catholiques et protestantes. Là, on est dans la mise en perspective de l'œuvre de Boétie. La tolérance entre catholiques et protestants et la conscience politique des gouvernés. La Boétie critique non seulement la tyrannie, mais aussi la nature même de l'obéissance par principe. Il ne présente pas de modèle alternatif à la monarchie, mais se montre très critique envers l'État. Il semble avoir lu Machiavel,
Bien que leur approche diffère, Machiavel s'adresse au peuple pour préserver sa liberté, tandis que la poésie suggère que le peuple lui-même est responsable de son oppression. On fait face ici à deux analyses qui sont donc différentes. Simone Goyard souligne cette différence de perspective en disant que, tandis que le prince codifie la tyrannie, le discours énonce la revendication libérale. Claude Lefort parle de ce désir de servitude qui refuse la révolte et qui cherche une forme d'identification avec le tyran, quelle que soit sa position sociale. Quelle que soit la position sociale. Chaque individu, même le plus opprimé, rêve d'être maître à son tour. Abonsour, va plus loin en affirmant que la servitude est un phénomène interne, c'est vous-même qui avez décidé de vous asservir. Ce concept d'auto-tromperie décrit un mouvement collectif où le peuple offre sa propre liberté au tyran. Eric Fromm, dans La peur de la liberté en 1941, explore cette idée du désir de soumission. Il décrit que la modernité comme ayant libéré l'individu de ses attaches traditionnelles, laissant ces derniers incertains et prêts à se soumettre à un chef, à une autorité ou à une masse. Ce désir de soumission est en partie responsable du succès des régimes totalitaires où l'individu se fond dans la masse pour échapper à l'angoisse de la liberté individuelle. Paul Zawadzki analyse comment le désir de soumission se manifeste dans le cadre d'un système autoritaire. Il considère la soumission à un chef comme une donne. Il considère que la soumission à un chef, donne un sentiment de puissance et de sécurité, mais que cette soumission vient avec la perte de liberté. Zawadzki fait une distinction importante. Obéir aux lois n'est pas nécessairement être sous la servitude des lois. Conclusion sur la Boétie. Le texte de la Poésie est profondément novateur et critique la monarchie du despotisme, de l'absolutisme, mais ne propose pas de modèle alternatif clair. Il n'évoque pas la démocratie, mais critique le pouvoir royal en insistant sur le fait que la royauté est une fiction créée par les sujets eux-mêmes. Dès lors, le pouvoir monarchique peut être pensé différemment, comme une construction collective. Que se passe-t-il alors lorsqu'on se débarrasse du roi ? Ce questionnement ouvre la voie à de nouvelles réflexions sur l'organisation du pouvoir et la liberté collective. B. Fénélon et le mauvais roi. Fénélon est un auteur central dans le contexte royal de son époque. Ordonné prêtre en 1677, il est chargé de convertir les jeunes protestants, après l'édit de Nantes. En 1989, il devient percepteur du duc de Boulogne et en 1995, archevêque de Cambrai. C'est aussi en 1995 qu'éclate la querelle religieuse du quiétisme que Fénélon soutient avant d'être disgracié par l'Église. C'est dans ce contexte qu'il écrit Les Aventures de Télémaque en 1699, un ouvrage qui critique la monarchie absolutiste. L'œuvre se présente sous la forme d'un récit, mais elle est lue dès son époque comme une critique du pouvoir absolu de Louis XIV. Fénélon donne à Télémaque des conseils pour devenir un bon roi. Ses idées vont à l'encontre de la politique de Louis XIV. Il met en scène des modèles et des contre-modèles de royauté. En critiquant le luxe et la folie de Versailles, il remet en question l'idée que gouverner implique de vivre dans l'ostentation et dans la démesure. Selon lui, le roi ne doit pas chercher à briller par sa puissance. Ce qui compte, c'est sa mission, s'occuper du peuple, non de ses propres désirs. En fait, pour lui, le roi ne doit pas constamment faire la guerre. Cela entraîne la mort de ses sujets. Il doit aussi se préoccuper de la richesse du royaume, de son bon fonctionnement, en évitant les vols et en limitant les impôts. Fénélon critique aussi l'intervention excessive de l'État et suggère que limiter les pouvoirs du roi sur la société civile est quelque chose qui est assez intéressant. Euh, il suggère également de limiter les pouvoirs du roi sur la société civile. Je me réexplique. Il soutient que le roi ne doit pas se mêler de la religion, qui relève du divin. Pour lui, si le roi est trop craint de ses sujets, il risquera de se retourner contre lui. Donc, il ne doit pas être trop craint de ses sujets. Il fait référence à la royauté médiévale, où le roi était vu comme un arbitre et un justicier. Il faut que le roi soit instruit, qu'il ait des connaissances sur son peuple et sur son royaume, et qu'il fasse preuve de raison. Un mauvais exemple est celui du roi Bocoris, qui incarne la royauté déconnectée et arrogante. Un roi comme Bocoris finit mal, tué lors d'une bataille. Fénelon propose un modèle de royauté basé sur la loi. Le roi doit obéir aux lois qui doivent être limitées par elles, ce qui permet de maintenir l'ordre public. Il prend l'exemple du roi Minos, qui gérait son peuple avec sagesse, respectant des lois comme les plus précieux des biens. La royauté n'est pas un pouvoir à vie, elle doit être légitime et fondée sur la réussite.
Fénélon critique aussi le luxe et l'indolence. Le bon roi, selon lui, est un roi philosophe, sage et raisonnable, qui ne cède pas aux tentations de son poste. Il suggère même que la succession royale ne devrait pas être héréditaire, mais fondée sur la capacité du roi à gouverner, ce qui amène à réfléchir sur une possible élection du roi. En résumé, Fénélon fait une critique acerbe de l'absolutisme, prenant un roi instruit et réfléchi. En rupture avec la vision monarchique héréditée, il amorce l'idée d'un métier du roi, un métier qui remet en question l'hérédité du pouvoir royal. Très intéressant ce qu'il dit Fénélon. Ensuite, on a César Beccaria et la pénalité proportionnelle. César Beccaria, dans les délits des peines, dans des délits et des peines, 1764, se concentre sur la question du droit et de la manière d'encadrer celui-ci pour garantir la liberté individuelle. Il critique l'arbitre royal et judiciaire. À l'époque, en Italie et en France, le système juridique est éclaté selon la localisation de la peine, peut être disproportionné. Beccaria va abolir cet arbitraire et plaide pour une justice claire, codifiée et égale pour tous, peu importe le territoire. Il soulève la question de la proportionnalité des peines et estimant que la peine ne doit pas être excessive ni tomber dans la cruauté. La peine doit être définie à l'avance, connue de tous et appliquée de manière égale, sans distinction de statut social. Il critique ainsi l'ancien régime où la peine de mort varie selon le statut social et selon les préjudices subis. Par exemple, le viol d'une domestique était moins sévèrement puni que celui d'une noble. Beccaria insiste sur le fait que la peine doit être proportionnée au délit. Il propose une réforme de la justice pénale. La torture et les supplices doivent être abolis, ce qui sera effectivement le cas en 1789. Beccaria soutient que la torture n'est pas une peine, mais une violence qu'on inflige à des innocents avant même qu'ils ne soient jugés. De plus, Beccaria défend l'idée que la peine doit avoir un but social. En élevant les consciences collectives, ne pas simplement punir l'individu, la peine doit servir à garantir l'existence de contrats sociaux, la vie en société, ainsi la peine de mort est remise en question. Selon Beccaria, ce n'est pas nécessaire ni utile, et elle n'a pas d'effet dissuasif. Il affirme que le droit de tuer n'a pas été délégué au souverain par le peuple, et qu'aucun individu ne peut déléguer ce droit à autrui. Une critique de cette position viendra de Kant, qui affirme que la punition est un impératif moral et doit être appliquée si elle est prévue par la loi. En conclusion, Beccaria plaide pour cette réforme du droit pénal où la raison et l'égalité l'emportent sur l'arbitraire et des peines cruelles. Cela conduit progressivement à garantir la liberté et l'égalité au sein de la société. Au final, Fénélon critique l'absolutisme monarchique et propose un modèle de roi sage et raisonné, tandis que Beccaria, avec des délits et des peines, milite pour un droit pénal et égal et proportionné. On a vu plutôt également la critique qui a été faite notamment par de la Boétie sur l'assouvissement du peuple par son propre rôle. Ces penseurs préfigurent des réformes sociales et politiques importantes en prenant des valeurs de justice, d'égalité et de raison, mettant fin aux abus de l'Ancien Régime, ce qui est assez révolutionnaire. En deux, des droits de l'homme et de leur critique. Les droits de l'homme sont une grande invention du XVIIIe siècle. Ils sont nés dans la réflexion sur la liberté religieuse. Leur but est de garantir la liberté individuelle, une liberté qui commençait à être analysée et que l'on voulait protéger dans la tradition philosophique. La question de l'universalité des droits de l'homme est une question assez intéressante. Il y a trois formes d'universalité des droits de l'homme. L'universalité de la source du discours. Les droits de l'homme ne viennent pas d'un législateur national, mais sont considérés comme naturels, donnés par la nature, et donc indépendants des lois et des législateurs humains. Ils précèdent la société et ils sont déjà là. Il y a également une universalité des destinataires, en plus de l'universalité des sources. Ces droits s'adressent à l'humanité entière, pas à un peuple particulier. Ce sont les droits de l'homme, quelle que soit la nationalité. Et l'universalité du contenu. Le contenu des droits de l'homme appartient à tous les hommes. Ce n'est pas un système de loi destiné à un seul pays, mais une déclaration au-dessus de tous les pouvoirs. Et en gros, ça permet à chaque individu de contester son gouvernement ou système juridique en se basant sur les droits de l'homme. Cela pose un problème pour les régimes autoritaires, puisque eux, ils vont se dire un peu qu'est-ce que c'est que ces droits, alors que ça s'applique à tout le monde en théorie, même à ces régimes-là. Les droits de l'homme sont proclamés contre la royauté, l'absolutisme monarchique. Ce sont des droits libertés, des libertés conquises contre un État absolutiste.
On passe d'une première génération de droits de l'homme qui vise à se protéger contre l'État, à une autre où l'État doit nous protéger. Grand A, la logique des droits de l'homme. Les droits de l'homme garantissent un espace subjectif pour l'individu, avec des propriétés comme la vie, la liberté religieuse, la liberté de circulation et la propriété matérielle. C'est ce qu'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la fameuse DDH, où la possession de la terre est particulièrement soulignée. Par exemple, l'article 10 de la DDH stipule « Nul ne doit être inquiété par ses opinions, même religieuses, pourvu que la manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Les droits de l'homme ne veulent pas faire de la société une société religieuse. Les rédacteurs de la déclaration ont utilisé des déclarations, une forme très spécifique et performative qui fabrique du droit, modifiant ainsi le droit antérieur. On a un énoncé performatif, c'est un acte de langage qui change une situation par sa seule énonciation. Par exemple, une déclaration de guerre est un acte en soi. Ces droits essaient de faire exister la réalité de ce qu'ils posent. La question de la place des droits de l'homme par rapport à la loi est également intéressante. Question de la place des droits de l'homme par rapport à la loi, c'est justement ce qu'on va voir. Au début, les droits de l'homme étaient considérés comme généraux face à des lois précises. Il y avait une tension entre les droits positifs, les lois et les droits de l'homme. Les révolutionnaires ont par la suite mis la loi au centre. Mais aujourd'hui, les droits de l'homme ont une valeur supralégislative et la loi doit être vérifiée par la Constitution. Cela a conduit à la désobéissance civile, où on agit en vertu des droits de l'homme, considérés comme plus puissants que la loi. Grand B, les droits de l'homme portent-ils une politique? Alors on va s'intéresser à l'analyse marxiste dans un premier temps. Marx et les droits de l'homme. Dans la question juive, sortie en 1843, Marx critique les droits de l'homme en constatant que ceux-ci protègent avant tout la propriété bourgeoise. Selon lui, les droits de l'homme visent à préserver des formes d'individualisme qui protègent l'égoïsme et la propriété privée. Marx pense que l'individu ne peut exister que dans une société collective par le travail et la lutte sociale et non dans un isolement égoïste. Raymond Aron et la dévalorisation des droits de l'homme. Raymond Aron va également continuer dans cette vision de critique des droits de l'homme, puisque on rappelle Marx voit le droit de l'homme comme une protection de la propriété bourgeoise et préserver des formes d'individualisme. Lui, en 72, va critiquer la Déclaration des droits de l'homme également, en plus de Marx, de 48, en soulignant que peu d'États l'ont réellement appliqué. Selon lui, la Déclaration de 48 est une sorte de compromis entre l'Est et l'Ouest. Aron observe qu'elle reste symbolique, sans conséquences concrètes, car chaque pays l'interprète à sa manière, comme le droit de propriété qui devient flou dans l'article 17 de la Déclaration de l'ONU. Il insiste sur la nécessité d'une volonté politique pour garantir ces droits. Marcel Gauchet, dépolitisation et individualisme. En 80, Gauchet note que les droits de l'homme, bien qu'importants, ne portent pas de politique propre. Ils ne résolvent pas des problèmes sociaux et laissent la société sans direction. Il craint que les droits individuels, étant répétés, ne favorisent l'individualisme au détriment des sociétés. Pour lui, ces droits doivent être basés sur des valeurs collectives et pas sur des demandes individuelles. Claude Lefort et la perspective antitotalitaire. Lefort soutient que les droits de l'homme relèvent de la politique dans un régime totalitaire. Dans un régime totalitaire, ne peut ne pas respecter les droits de l'homme empêche le bon fonctionnement de la société, détruit l'autonomie et l'émancipation individuelle. Contrairement à Marx, il voit la liberté comme un rapport avec autrui, pas comme un repli sur soi. En fait, la liberté d'opinion permet aux individus de se lier aux autres, de dialoguer, de participer à la souveraineté populaire. C'est un moyen d'assurer l'autonomie de la société civile et de fonder une société démocratique. Là, on a une autre vision, une perspective antitotalitaire des droits de l'homme qui nous est ramenée par Claude Lefort. En résumé, les droits de l'homme, tout en étant universels et protecteurs des libertés individuelles, ont des interprétations et des implications politiques qui varient. En fait, les critiques de Marx à Lefort soulignent une tension entre les droits individuels et des valeurs collectives, et la façon dont ces droits peuvent être instrumentalisés ou dévalorisés selon les contextes politiques économiques. En effet, comme je l'ai dit précédemment, je me répète, tout ça mène à une vision assez intéressante vis-à-vis des droits de l'homme, qui pourrait être vue à premier temps sous un seul angle, c'est-à-dire l'angle occidental dans lequel on a baigné depuis la petite enfance. Alors, grand 3, section 3, grand 3, les libéralismes. Grand 3, les libéralismes, le libéralisme politique.
Le libéralisme politique, c'est la théorisation de la liberté individuelle comme principe fondamental auquel tous les autres individus, tous les autres principes, excusez-moi, sont subordonnés. En gros, liberté individuelle, principe fondamental, tous les autres principes sont subordonnés. Ce principe se développe à partir du XVIIIe siècle, soutenu par la réflexion sur l'état de droit, les droits de l'homme et les Lumières. Il implique le triomphe, de la sphère privée. Le libéralisme place l'individu au centre de la société, renforçant ainsi l'individualisme en accordant de la liberté à l'individu. On fait confiance à sa raison, à ses talents, lui permettant ainsi de contribuer à la société. Le libéralisme implique aussi la propriété de soi. Un individu ni libre n'est ni esclave ni soumis. Il détient des droits inhérents, garantis par des droits de l'homme, ancrés dans la nature. Et le libéralisme prône la liberté. En fait, ça prône la liberté qui se manifeste par la non-contrainte et une grande marge de manœuvre euh, pour l'individu. Il implique également la sécurité et la sûreté, notamment par une constitution qui soumet le souverain aux règles du droit public, empêchant ainsi l'arbitraire. Friedrich Hayek est un nom assez connu dans le domaine du libéralisme. 1899-1992, selon lui, le libéralisme n'est pas un dogme. Il soutient que dans les gestions des affaires individuelles et sociétales, il faut favoriser les forces spontanées, c'est-à-dire compter sur des individus plutôt que sur l'État. Il défend l'idée qu'il ne faut pas imposer des restrictions trop rigides, comme des impôts excessifs, et qu'il faut laisser les individus développer leurs valeurs de manière autonome. Grand A, le libéralisme démocratique de Tocqueville. Mon petit préféré, mon petit Tocqueville. Alors, le libéralisme démocratique de Tocqueville. Le modèle américain Alexis de Tocqueville, opposant à la monarchie de Juillet et au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. C'est l'auteur de La démocratie en Amérique, publié en 2 volumes, 1835 et 1840. Il est redécouvert par Raymond Aron et François Furet, notamment dans le cadre de la lutte contre le totalitarisme. Tocqueville observe que l'on peut être qu'on peut allier égalité et liberté dans un système démocratique, ce qui distingue des régimes communistes où l'égalité prévaut souvent au détriment des libertés individuelles. Tocqueville est aussi vu comme un sociologue avant l'heure, s'intéressant aux pratiques sociales et institutionnelles dans son étude. Il va aux États-Unis avec son ami et collègue Gustave de Beaumont, en fait pour analyser le système pénal américain. Et Tocqueville va choisir de comparer le modèle américain à celui de l'Angleterre, car l'Amérique, bien qu'anglaise par ses origines, a connu une trajectoire différente sans que la monarchie ni l'aristocratie n'interviennent. Et en 1839, il devient député. Ça témoigne de l'accueil favorable de son ouvrage. Et en fait, Tocqueville va chercher à étudier une démocratie sans révolution, désireux de séparer la démocratie et la révolution, notamment la Révolution française de 1789. En France, la démocratie fait peur car elle a émergé de la révolution de la terreur, avec des conséquences de guerre civile et d'empire. Mais en Amérique, la démocratie se distingue par son caractère apaisé. La clé d'entrée de Tocqueville dans son analyse des systèmes américains et français est l'égalité des conditions. Avant même la Révolution, la monarchie française était sur le point de supprimer les privilèges de la noblesse et les droits féodaux. Tocqueville va considérer que la démocratie repose sur un sentiment d'égalité et non plus sur une égalité réelle. Je m'explique. Ce sentiment d'égalité transforme les relations sociales et permet une plus grande mobilité sociale. Les caractéristiques de la démocratie selon Tocqueville sont assez simples. Tocqueville s'inquiète de l'égalité, que l'égalité puisse rendre la population apathique. Il estime que les libertés, la liberté de la presse, d'association, de religion, de politique, sont essentielles pour maintenir une société dynamique, pour éviter l'individualisation excessive et l'étatisme. La liberté de la presse permet aussi une citoyenneté éclairée, essentielle pour une démocratie active. En France, cette liberté n'existera qu'en 1881. La liberté d'association, introduite en France par la loi de 1901, permet aux citoyens de s'associer pour défendre leurs intérêts. Cela contribue à l'équilibre entre la société civile et l'État. Ainsi que le principe de l'égalité. Aux États-Unis, les pouvoirs sont soumis à la Constitution et à des lois organiques, contrastant avec la situation en France sous la Restauration, où le roi jouit des pouvoirs arbitraires. La liberté religieuse, aux États-Unis, la liberté religieuse est garantie et la religion est perçue comme un vecteur moral et d'égalité. En France, la relation entre religion et État est plus conflictuelle. B. Principes généraux du libéralisme politique. Le libéralisme politique prône un minimum de contraintes pour des individus dans leurs actions. Selon Pierre-Henri Tavoyou,
Le libéralisme repose sur la dualité entre l'État et la société, ou entre la sphère publique et privée. Il faut limiter l'intervention de l'État dans la vie des citoyens. Limiter l'État. Le libéralisme vise à éviter un interventionnisme qui soit économique ou politique. L'État devrait agir comme un gérant, n'intervenant que dans des domaines nécessaires, missions régaliennes comme dans la défense et la police. Friedrich Hayek se montre particulièrement critique envers l'État planiste qui limite la liberté individuelle. Selon lui, l'État impose des restrictions, moins les individus peuvent s'évanouir, excusez-moi. Plus l'État impose des restrictions, moins les individus peuvent s'épanouir. Selon lui, il prône un État minimal, laissant des individus organiser leur propre vie. Le contrat social et le contrat social. Le contrat social est au cœur de la pensée libérale. Georges Burdeau parle de civilisation du contrat, où les individus passent des accords entre eux, régulant ainsi leur relation. Ce contrat est un élément fondamental du libéralisme. Petit A, Benjamin Constant. Constant se distingue par sa réflexion sur la liberté des anciens et des modernes. Les anciens participaient directement à la politique, tandis que les modernes se concentrent sur la liberté individuelle, séparée par la sphère politique. La liberté des modernes repose sur l'individualisme et l'exercice des droits personnels. Hayek et la route de la servitude. Dans la route de la servitude en 1944, Hayek analyse l'ascension des régimes totalitaires et critique les tendances planifiantes qui suppriment la liberté individuelle. Pour lui, l'État doit rester à distance des sociétés et laisser les individus se déterminer librement. C'est le libéralisme américain. Là, ça va être chaud, je pense. On va voir. Le mouvement libertarien, ah oui, émerge principalement aux États-Unis dans les années 60 et 70 et prône une liberté absolue de l'individu, ainsi qu'un retrait total de l'État. Ces deux concepts sont liés. Le triomphe de l'individu et l'absence d'intervention étatique. John Locke défend l'idée que l'individu possède des droits naturels et des propriétés qui doivent être protégées par la société. L'État ne doit pas intervenir dans ces droits. Si l'État impose des restrictions, il devient coercitif, violent et répressif. Le principe selon Locke est que l'on ne doit pas imposer de contraintes à l'individu par la force. Cela établit une vision du libertarisme comme un mouvement pacifiste qui s'oppose à l'intervention d'un État dans des affaires personnelles, notamment avec les guerres, les services militaires, la peine de mort, le racisme, l'esclavage. Le mouvement libertarien est fondé sur l'individualisme absolu et le rejet du pouvoir de l'État. Cela vient d'une critique de l'inflation des pouvoirs de l'État dans les sociétés modernes, où l'État prélève des impôts, redistribue des richesses et contrôle les aspects de la vie privée. Les objets de l'État sont parfois en contradiction avec les désirs des individus. Le libertarisme soulève donc la question suivante. Un individu doit-il être contraint de contribuer au bien collectif ? Il rejette la mutualisation et la collectivisation et adopte une position anticommuniste. Dans le contexte de la guerre froide, les totalitarismes ont écrasé l'individu et le libéralisme cherche à le réhabiliter face à la collectivisation des régimes comme celui de l'Union soviétique. Il y a également la version d'un État minimal avec David Friedman, né en 1945, dans son ouvrage Vers une société sans État. Il défend l'idée que l'on ne doit pas user de la violence comme autrui. L'individu a une propriété absolue de son corps et ne doit décider que pour lui-même, ce qui implique la non-intervention de l'État. Ça, c'est l'idée d'individu qui a une propriété de son corps, blablabla, qui est liée à David Friedman. On a également David Friedman qui est né en 1945. Robert Nozick, né en 1938, mort en 2002, dans Anarchie, État et Utopie, sorti en 1974, a été influencé par Murray Rothbard. Ok. Alors, Robert Nozick, ancien social-démocrate, devenu libertarien à la fin des années 60, dit que l'État ne doit pas prélever des impôts pour financer des transferts sociaux. L'individu doit être libre de ne pas aider autrui. Ouh là là, la violence est injustifiée même pour protéger un individu de lui-même. Nozick défend un égoïsme absolu, où la société existe pour l'individu et non l'inverse. Pour financer des projets collectifs, il faut trouver d'autres sources de financement, comme le don. Il rejette la logique du sacrifice individuel pour le bien commun. Et ben dis donc, Nozick, il y va pas de main morte, lui. Hein. On a également Patrick Friedman. Ok, le petit-fils de David Friedman. Il a les mêmes opinions que son père, c'est étonnant. Non, je rigole. Alors, il propose de créer des sociétés souveraines, autonomes, sur des plateformes en mer, appelées sea stealing,
où les individus pourraient choisir l'État le plus favorable. Mais les États actuels rendent cela difficile par des bureaucraties oppressives. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bref, la version anarcho-capitaliste du libertarisme, on a Lysander Spooner, 1808-1887, un opposant farouche à l'État et à la domination, notamment l'esclavage. Il a fondé une entreprise de poste concurrente à la poste américaine, défiant le monopole d'État. Pour lui, la Constitution des États-Unis est un contrat que peu de gens ont validé. Il remet en question sa validité. Selon Spooner, un contrat signé par des individus morts ne s'applique plus aux vivants. Spooner affirme également que l'impôt est un vol, puisqu'on nous impose un paiement pour une protection qu'on ne souhaite pas. Il conteste également la moralité de punir les vices privés, comme la consommation de drogue, tant qu'ils ne nuisent pas à personne. Ça, c'est ce que dit Lysander Spooner. Walter Block. Walter Block, né en 1941, dans Défendre les idées indéfendables, qui est sorti en 1975, soutient que toutes les activités consensuelles doivent être permises, euh, même si elles sont jugées immorales, comme la prostitution. Pour lui, il n'y a pas de moralité dans la société. Tout échange doit être accepté, même s'il semble immoral. Il va jusqu'à défendre l'idée de la dépénalisation des drogues et de l'utilisation de fausses monnaies, si celle-ci est déjà en circulation. La monnaie fiduciaire n'a pas de valeur intrinsèque, donc l'utilisation de fausses monnaies ne doit pas poser de problème moral, selon Walter Block. Eh ben dis donc, c'était la vidéo sur la section 3, les fondements de la liberté. Merci à tous.